Bienvenue sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course, tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Planifier ses entraînements, c'est comme organiser un trek et tracer son itinéraire avant une grande randonnée. Sans plan, sans vision de ce qui nous attend, eh bien on risque de s'égarer, de se surcharger ou au contraire de passer à côté de belles opportunités. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, comment structurer son année pour progresser, éviter les blessures et surtout garder le plaisir de courir. Dans l'épisode 5, on avait déjà commencé à aborder les grandes lignes de la planification annuelle. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, je te conseille d'y jeter une oreille, car j'explique comment choisir la bonne course, celle qui sera ta course objectif de l'année. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin en entrant dans les détails des méthodes d'entraînement adaptées au trail. Pour bien démarrer cette réflexion sur l'organisation de tes entraînements, on va revenir rapidement sur les fondamentaux de la planification annuelle que j'ai abordé donc dans l'épisode 5 et on va éviter d'être redondant, mais en même temps, si tu n'écoutes pas tous les épisodes, c'est bien d'avoir des petits rappels. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces fondamentaux ? J'en ai parlé dès le début d'année avec les nouveaux objectifs, c'est la méthode SMART. Donc tu l'auras compris, je te la mets à toutes les sauces, mais un bon objectif doit être clair, il doit être motivant, et c'est peut-être la méthode que je trouve la plus accessible pour le commun des mortels afin de partir dans la bonne direction. Donc l'objectif SMART, c'est quoi ? C'est spécifique, par exemple, je veux terminer un trail de 30 km. Mesurable, ça veut dire que tu as une distance parcourue, un chrono ou simplement un ressenti à l'effort. Atteignable, si tu débutes, on est d'accord que tu ne vas pas viser un ultra la première année. Réaliste, c'est-à-dire que c'est inutile de te fixer une course si tu sais déjà que tes contraintes professionnelles, tes contraintes familiales te permettront pas de t'entraîner. Et temporel, forcément avec une deadline, donc l'échéance. Donc il y a l'objectif SMART et ensuite il y avait découper son année en cycle. Je t'avais expliqué que un entraîneur, que ce soit en trail ou dans tout autre sport, planifie ses entraînements en fonction de cycles. Donc dans le monde de l'entraînement, on parle de macro-cycles qui représentent une période longue, comme par exemple une saison ou une année. Chez les athlètes olympiques, c'est 4 ans par exemple. Tu vois. On va avoir aussi des mésocycles, qui sont des blocs de plusieurs semaines axés sur un objectif spécifique. Et enfin, les microcycles qui, comme leur nom l'indique, correspondent en fait à des petits cycles, donc une semaine, quelques jours. Et en fait, ces découpages-là, ils permettent une planification très fine, surtout utilisée par les professionnels et les athlètes de haut niveau, qui visent des performances de haut niveau, du coup. C'est un excellent outil, faut pas se le cacher, et ça permet de maximiser la progression, éviter le surentraînement, mais moi je suis pas pour utiliser cette précision, cet entraînement avec vraiment de l'affinage comme ça pour les amateurs. En fait, pour moi, ce niveau de précision, c'est pas toujours nécessaire. Aujourd'hui, dans cet épisode-là, on va en parler, mais je vais rester sur des principes larges, accessibles, pour que tu puisses, toi, les appliquer facilement à ta pratique sportive sans avoir passé un diplôme de coach. D'accord ? Donc la planification d'une saison, ça ressemble à une série de chapitres. Tu vas ouvrir ton livre qui va s'appeler « Le grand objectif de l'année » et là tu mets ton objectif SMART. Et tes chapitres, ça sera tes cycles.
Donc il va y avoir 4 grands chapitres, 4 grandes phases d'entraînement sur une année complète. La base, c'est la fondation, celle sur quoi va reposer le développement de ta préparation physique et ta préparation mentale. Et là, on va y travailler l'endurance fondamentale, le renforcement musculaire, la mobilité. Et c'est souvent ce qu'on fait en hiver ou en début de saison. Et je te rappelle qu'on est en plein dans cette période. Donc normalement, tu es censé faire du renfort, de la mobilité et travailler ton endurance fondamentale. Peut-être que tu as déjà un petit peu commencé à mettre en place de la VMA, mais on est en plein dans l'hiver. Donc normalement, c'est un temps de cocooning. C'est un temps où on va tester de nouvelles activités. C'est un temps où on va pas trop se prendre la tête sur de la prépa physique à proprement parler. Voilà, c'est un temps, l'hiver, où on est censé un petit peu se ressourcer. File écouter les épisodes 4 et 8 si tu veux construire un corps solide et prévenir les blessures pour tes futurs objectifs, parce qu'il n'est pas trop tard. Je te dis, on n'est vraiment pas encore dans la période du développement. Et donc le développement, c'est ce qui vient après l'hiver. Là, on va commencer à travailler des qualités spécifiques, comme la vitesse, la puissance, la gestion de l'effort sur différents types de terrains, technique, moins technique, roulant, moins roulant, etc. Et c'est une période où on va du coup intensifier progressivement les entraînements pour s'approcher des conditions de la course. Donc, logiquement, si tu me suis bien, tu as déjà planifié ton objectif et donc tu t'es déjà inscrit à la course. D'accord ? Avec la méthode SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans un temps donné. Et cette période-là de développement, elle va arriver très très vite. Parce que, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, mais il y a une multiplication des événements de trail. Et cette multiplication des événements de trail, clairement, elle ne peut pas se faire sur les mêmes périodes, sur les 2 mois de l'année, juillet et août. Donc, de plus en plus d'organisateurs inondent le calendrier dès janvier. Et l'erreur, ça serait de tout donner en début d'année au risque de t'essouffler très rapidement. C'est pour ça que je ne conseille absolument pas de faire un trail objectif dans les 3 premiers mois de l'année. Ça peut être une course préparatoire, mais absolument pas un trail objectif. Parce qu'on a quand même un rythme de vie du cycle circadien, donc avec les 24 heures, avec les saisons. Et clairement, l'hiver, c'est très très bien. Certes, ça peut convenir à beaucoup de personnes comme moi, par exemple. J'adore le froid, j'adore me dépasser par ces températures un peu hivernales. Mais on n'est pas dans les conditions optimales d'une préparation pour atteindre ses meilleures performances à ce moment-là. Sauf ceux qui organisent leur année juste pour ça. Là, je parle de monsieur et madame tout le monde qui va aller faire son trail dans les conditions de météo acceptables. D'accord ? Donc, la période de développement, c'est ce qui va arriver autour du mois de fin février-mars, où là, on va commencer vraiment à aller faire, à se rapprocher de la pratique du trail telle qu'on la connaît. Ensuite, il y a une période qui s'appelle l'affûtage. Oui. C'est la période juste avant ton objectif principal. Et là, en fait, dans cette période-là, tu vas réduire progressivement le volume d'entraînement pour arriver frais, pour arriver en forme le jour J. J'en ai un petit peu parlé dans les épisodes précédents, ce fameux pic de forme. Et généralement, ça intervient sur plusieurs périodes pendant les 12 mois de ta planification, mais principalement 3 à 5 semaines avant ton objectif. En fait, il faut que tu arrives en pic de forme à ton objectif, et donc l'affûtage, ça va être dans les 3 à 5 semaines avant ce pic de forme-là, pour justement atteindre au maximum tes capacités le jour de l'événement. Donc si tu as un trail court, on va être plutôt sur 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Si tu as un trail long, on va être plutôt sur 3, 4 semaines. Si tu as des ultras, on est plutôt sur 5, 6 semaines. Voilà. Ça dépend encore une fois de ton calendrier, de tes contraintes, de ton objectif, du temps que tu vises, etc., etc. Mais on est généralement sur une période, on va dire, d'1 mois, en règle générale. Donc, on en parlera forcément un petit peu plus tard de cette période d'affûtage, puisque ça va intervenir certainement juin, juillet ou août pour toi. Puisque sur Cœur de Trailer, en fait, on suit le calendrier du trailer tout au long de l'année, et les épisodes que je fais servent au moment où tu l'écoutes.
Évidemment que ça te servira toujours d'écouter un épisode dans une autre période de l'année, parce que ce sont des rappels importants, parce que ça te permet d'apprécier mon discours de manière différente, surtout si tu as déjà vécu ce que je suis en train de t'expliquer. Donc voilà, on en parlera plus tard. Et on en parlera en profondeur parce que c'est souvent une période qui est très négligée, cette phase-là d'affûtage. Et pourtant, c'est une des clés les plus importantes de ta réussite. Ça va de pair avec le sommeil, la récupération. Et d'ailleurs, la dernière phase de l'année, le 4e chapitre qu'on va aborder du coup plutôt en fin d'année 2025, mais que j'ai déjà abordé dans les épisodes précédents de Cœur de Trailer, puisque j'ai commencé ce podcast courant septembre-octobre, il me semble, et on en a parlé dans l'épisode 3, c'est la récupération post-saison. Donc après ton objectif, tu as besoin physiquement et mentalement de prendre une pause pour te régénérer. Et cette phase-là, elle est essentielle parce que sinon tu pètes un plomb. Tu surchauffes à la fois physiquement et mentalement. Et si tu te mets de nouveaux objectifs dans cette période-là, qui n'étaient pas forcément prévus en début d'année, c'est là où tu vas te péter, c'est là où tu vas te blesser, ou c'est là où tu vas faire peut-être un burn-out sportif. Ok ? Donc, c'est bien de repartir sur de bonnes bases et de prendre vraiment conscience que ce temps de récupération-là, qui peut durer 2 semaines jusqu'à 1 mois et demi, avant de recommencer à faire, on va dire, de l'activité physique, mais un peu plus douce, pour avoir une remise en charge progressive, c'est très important pour toi de la prendre, cette période de récupération-là. D'ailleurs, en hiver, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est du cocooning, donc on essaye de faire d'autres activités que ce pour quoi on s'entraîne toute l'année. On essaye de faire un reset mental et physique. Donc, ces cycles-là, ils sont importants parce qu'ils te permettent d'avoir une progression logique. On suit notre cycle circadien, on suit notre rythme biologique et donc on progresse tranquillement en fonction de notre objectif. Ça évite le surentraînement, ça évite les blessures, ça maintient un équilibre entre la performance et là on voit qu'on progresse petit à petit, mais aussi on garde du plaisir. Ça t'aide en fait à rester cohérent dans ta préparation. Ça évite de partir dans tous les sens. Et courir plus vite ou plus loin, ça sert à rien si tu te blesses ou si tu perds l'envie de courir en cours de route. Tu vois, si au bout de 3 mois d'entraînement, tu n'as plus envie de faire cet objectif-là ou tu ne te sens plus de le faire parce que finalement, tu as sous-estimé les contraintes ou tu as surestimé ton engagement peut-être, c'est pas cool. Ça fait pas du bien au moral, ça fait pas du bien sur la vision que tu as de toi-même et la vision que les autres peuvent avoir de toi-même si tu as des gens qui te jugent autour de toi, ce que je ne te souhaite pas, mais bon, ça peut arriver. Donc ça peut aussi avoir une conséquence sur ton équilibre mental et derrière ta motivation, etc. Donc ces principes-là de cycle, donc les macro-cycles sur 4 chapitres, c'est technique, je suis d'accord avec toi, mais c'est applicable à tous les niveaux. Que tu sois débutant ou que tu sois expérimenté, on va dire qu'ils te servent de boussole pour structurer ta saison. Ça t'indique la bonne direction à suivre. Et maintenant qu'on a posé les bases sur la première partie de ce podcast, on va aller explorer les types de trails, les spécificités d'entraînement et surtout les exigences dues à tes objectifs trail et à la spécificité, je vais y arriver, de tes entraînements. Donc, pour le chapitre 2 de cet épisode 11, j'ai envie de te parler un petit peu des types de trails qui existent et de leurs spécificités. Je pense que si tu es débutant, tu n'es pas forcément au courant, mais en type de trail, il va y avoir des trails avec différentes distances et des trails avec différents terrains. Si tu es expérimenté, tu vas savoir de quoi je parle, mais ça ne coûte rien d'avoir un petit cours vite fait sur les différentes distances, notamment codifiées, puisqu'il y a un championnat de France, un championnat du monde maintenant, ça a été repris par la FFA il y a quelques années, donc la Fédération française d'athlétisme a quand même un regard sur les performances des athlètes dans le trail. Et donc, en passant en revue les différents types de trail, ça te permettra de comprendre ce que tu veux pratiquer et ce qui est essentiel pour planifier ton entraînement et surtout tes courses test.
On peut classer les trails en plusieurs catégories et principalement donc selon la distance et le type de terrain. Il va y avoir les trails courts, moins de 30 km. Donc là, on va plus être sur du travail de vitesse, d'explosivité. On va avoir une grande part de travail sur de la VMA, vitesse maximale aérobie, ou sur de la PMA, de la puissance maximale aérobie. Et c'est là que tu vas chercher à développer ta capacité à maintenir un effort intense sur une durée relativement courte, puisqu'on est sur moins de 30 km. D'accord ? Ensuite, il y a les trails longs. Là, ça va être entre 30 et 80 km. Ici, on va parler plutôt d'endurance. Et il faut quand même ne pas oublier la capacité à gérer les variations de rythme, notamment sur des terrains plus ou moins techniques. Et enfin, les ultras, qui sont des trails de plus de 80 km, où là, l'endurance de base et la gestion de l'effort sont vraiment la clé. On parle de préparation mentale plus que de préparation physique, même si clairement ces distances demandent quand même de la prépa physique, hein, d'accord ? Mais ils demandent une résilience énorme. Donc le physique doit être prêt, mais la tête encore plus. Donc 3 types de distances, courtes, longues, ultra. Ensuite, on a 2 types de terrains. Les parcours techniques, où là, par exemple, si ton trail il est en montagne ou sur des sentiers accidentés, peut-être hors sentier balisé, tu vois, où tu dois vraiment travailler ta proprioception, où tu as le renforcement de la cheville et les capacités à descendre qui doivent être vraiment travaillées en contrôle. Donc là, les sorties en dénivelé ou sur des terrains variés, ça me paraît plus judicieux quand tu sais que tu vas avoir un trail sur terrain technique. Et après, tu as les parcours roulants. Bon, bah là, les parcours roulants, comme son nom l'indique, c'est roulant. C'est le contraire de technique. Et ça se rapproche plus d'un effort type course sur route, même si ça n'a pas d'équivalence en trail, la course sur route. Mais la vitesse, la foulée économique, les capacités cardiovasculaires, c'est ça qu'on va mettre en avant sur les parcours roulants. Après, tu as des parcours hybrides où tu vas avoir mi-roulant, mi-technique. Et là, il faut être hybride, c'est-à-dire qu'il faut être bon partout, ou en tout cas pas trop mauvais dans tous les aspects de tes capacités physiques et mentales. Je vais te donner un exemple concret du travail en fait qu'on peut mettre en place en organisation de l'entraînement sur l'année pour des trails particuliers. Donc par exemple, si tu prépares un trail court et technique, typiquement, le challenge du Mont Calme dans les Pyrénées, ariégeoises, tu as des distances qui sont courtes, mais donc moins de 30 km, mais tu vas avoir énormément de pierres, énormément de technicité au niveau du terrain. Ça peut passer sur des parties très raides en montée ou en descente. À ce moment-là, on va être sur un entraînement qui inclura des séances de vitesse parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir que tu y mettes de la vitesse pour essayer de le terminer le plus rapidement possible. Mais il va y avoir des sorties spécifiques sur terrain accidenté pour travailler ta proprio, ta coordination, ton excentrique aussi au niveau de tes muscles du bas du corps. Il va falloir travailler ta capacité physique sur les descentes. Et donc là, tu vas prioriser des sorties courtes dans les montagnes pour justement te permettre d'être au meilleur de ta forme sur ces trails-là. Mais tu vas aussi faire de temps en temps des sorties fractionnées sur route à côté de chez toi avec vraiment du 30-30 par exemple, donc 30 secondes d'effort à 100, 110, 120% de VMA avec 30 secondes de récupération. En revanche, si tu prépares un ultra qui est hyper roulant comme le GRC par exemple, le GRC, on va dire le 100 km, il est très très roulant, il y a très peu de parties techniques, tu peux facilement le finir en moins de 20 heures, même si tu n'es pas expérimenté. Là, tu vas te concentrer sur des sorties longues en endurance fondamentale. Tu vas aussi un petit peu construire l'hiver de la VMA pour gagner en aérobie, pour gagner en vitesse, mais c'est pas l'objectif, c'est pas de terminer l'ultra le plus rapidement possible quand on est des athlètes loisirs comme nous qui ne finiront de toute façon pas dans le top 10.
Donc, autant privilégier les capacités que tu peux développer en étant en loisir, c'est-à-dire l'endurance fondamentale, les sorties de pleine nature, les sorties longues, c'est-à-dire 5 heures, 6 heures, 8 heures, pour construire en fait cette base aérobie solide et économiser au maximum ton énergie. Donc, rien ne t'empêche de travailler aussi sur la technique, sur le relâchement dans l'effort, notamment avec la méthode Running Yoga. Si tu ne sais pas ce que c'est que la méthode Running Yoga, bah, tu vas faire un tour sur mon compte Instagram ou sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet et je t'explique tout. Donc chaque type de trail, il sollicite ton corps différemment. Adapter ton entraînement en fonction de ton objectif, ça te permet non seulement de progresser, mais aussi de réduire le risque de blessure. Et on va pas se mentir, mais quand tu es un athlète loisir lambda, que tu fais du trail, tu as souvent des blessures. Donc plus tu les réduis, mieux c'est pour toi. Parce que faut se dire aussi que être blessé, c'est moins s'entraîner avec la prise en charge qu'on peut avoir et qu'on ne fait régulièrement pas, hein, clairement. Moi, je suis coach sportif, je suis coach professionnel aussi et j'entraîne des athlètes amateurs, loisirs à Balma et à Castanet. Je peux te dire que quand il y a un essuie-glace ou quand il y a un syndrome fémoro-patellaire, et que je leur demande d'aller voir le kiné ou de faire de la rééducation ou de la mise en charge progressive, bah, sur les 10 personnes à qui je vais conseiller ça, il y en a peut-être une ou deux qui va le faire. Bon, donc réduire le risque de blessure, c'est essentiel pour notre pratique à nous. Parce qu'une fois que tu es blessé, tu fais pas ce qu'il faut de toute façon pour ta rééducation. Tu n'es pas un athlète professionnel, tu as une vie et tu penses que pour toi, c'est pas nécessaire de faire 100% de ta rééducation à fond ou de suivre 100% des conseils qu'on te donne parce que tu vas pas faire un top 10. Sauf que le problème, c'est que tu limites tes capacités, tu limites aussi ta durabilité dans cette pratique-là. Et la durabilité, c'est quand même essentiel quand on veut continuer à pratiquer. Donc réfléchis bien à ce que tu veux courir cette saison, car c'est là que tout commence. Tu vois, c'est ce fameux objectif SMART. C'est pour ça que je te le rabâche à chaque fois. Ok, troisième partie de cet épisode 11 de Cœur de Trailer, ça va être la diversification des entraînements. T'as une organisation, t'as un plan, mais si tu veux garder de la motivation, si tu veux garder du plaisir et si tu veux progresser, ton corps il a besoin d'être choqué de temps en temps, il a besoin de se diversifier. Donc maintenant que tu sais quel type de trail tu veux courir, on va passer à la planification de ton entraînement. Je vais volontairement passer rapidement sur cette partie-là, car on l'abordera plus précisément dans la phase développement fin février, début mars. Mais je vais quand même te donner quelques bases. Il s'agit d'organiser en fait tes séances de manière cohérente pour maximiser ta progression, mais en ayant vraiment un focus sur le respect de ton corps. Donc, c'est ce que je t'ai dit précédemment. Tu veux progresser, tu veux performer même, mais tu ne veux pas le faire au détriment de ta santé et tu veux durer dans cette pratique-là. Donc on va privilégier certaines qualités physiques, peut-être en négliger certaines autres. On n'est pas des athlètes de haut niveau, mais on va quand même essayer de suivre un plan cohérent, une organisation cohérente par rapport à ce qu'on peut mettre dans notre vie en fonction aussi de nos contraintes professionnelles, de nos contraintes physiques, de notre capacité à y mettre de l'investissement mental aussi, de l'engagement, etc., etc. Donc, privilégier certaines qualités physiques, c'est pour un trail court et rapide, mettre l'accent sur la VMA, la vitesse maximale aérobie. Et je t'en ai parlé d'ailleurs sur un des épisodes de Cœur de Trailer quand on a parlé de l'entraînement hivernal. Et la PMA, la puissance maximale aérobie, bon ça je t'en ai pas encore parlé, mais je t'en parlerai en février-mars. Les séances d'intervalle, c'est génial, donc plus communément appelé le fractionné, et je sais que tu détestes ça, mais franchement, qu'est-ce qu'on se sent bien après? Franchement, tu peux pas dire que tu te sens pas bien après une séance de fractionné. Et elles sont parfaites pour travailler la VMA et la PMA. Donc ça te permet de travailler la vitesse tout en améliorant ta capacité à récupérer rapidement. Donc ça, c'est pour les trails courts et rapides. Pour les trails longs ou les ultras, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'endurance fondamentale qui est ta priorité. Donc les sorties longues, faible intensité. Et combien sont les gens
qui mettent sur Strava le fameux intitulé de sortie en EF, alors qu'ils sont à 3 minutes 50 le kill et qu'en fait ils sont à 180 BPM. Bon, non, là c'est vraiment de l'endurance fondamentale. Il faut que tu sois en capacité de parler, de chanter. Voilà, il faut que tu fasses des sorties longues, donc écoute un podcast, 2 podcasts, 3 podcasts si tu veux. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Là, c'est de l'endurance qu'on va travailler. Et donc, c'est ta capacité à maintenir un effort prolongé. Donc, si tu veux faire un effort en courant, un effort en vélo, un effort en randonnant, choisis l'activité qui te convient. Tu n'es pas obligé d'aller courir. Et après, tu ajoutes des séances spécifiques comme des enchaînements de montée-descente pour habituer ton corps aux contraintes du terrain, par exemple. Et donc, pour diversifier tes entraînements, à la fois, tu vas diversifier sur la pratique sportive. Donc, comme je te l'ai dit, pour l'endurance, vélo, rando, marche, natation si tu veux, etc. Donc, pour habituer ton corps à maintenir une capacité physique pendant un long temps. Mais tu vas pouvoir aussi diversifier tes entraînements en faisant du renforcement musculaire, des séances de high intensity interval training, des séances de circuit training, des séances où tu vas vraiment faire de la musculation à proprement parler. Tu peux faire aussi de la mobilité ou du yoga. Tu peux faire du stretching, tu peux faire des sorties spécifiques où là tu vas faire par exemple des séances de côte, où tu vas faire que de la descente. Par exemple sur Luchon, tu prends le téléphérique, tu montes et tu fais que de la descente. Donc tu fais pas du tout de montée. Donc le renforcement musculaire, on l'a vu dans l'épisode 8, c'est pour bâtir un corps solide et ça prévient les blessures puisque plus tu es fort et moins tu risques de te blesser. Donc ça peut être des séances très courtes de 10, 15, 20 minutes maxi. Et il faut aussi travailler ta mobilité et en yoga par exemple, la mobilité pelvienne au niveau des hanches, la mobilité scapulaire au niveau des épaules pour gagner en autonomie, en économie d'énergie aussi, pour avoir un geste plus fluide, plus efficace. Tu vas travailler avec des routines de yoga notamment pour travailler ta fluidité, la meilleure gestion des impacts. Tu vois, c'est bien d'être fort, mais je t'ai déjà fait le parallèle avec le roseau qui va plier mais qui va jamais se casser parce qu'il est à la fois fort et mobile. Et après, pour les sorties spécifiques, tu intègres, comme je t'ai dit tout à l'heure, des sorties sur des terrains de course variés, notamment si tu pars faire des reconnaissances des trails que tu as planifiés dans ta saison, tu peux varier les plaisirs. Sur plusieurs sorties, les faire en rando, les faire en rando trail, les faire en trail. Tu peux faire un petit peu de vélo et juste après tu te mets à... Par exemple, tu pars de chez toi, tu vas en vélo jusqu'à une sortie trail, tu poses ton vélo, tu vas faire un peu de trail et tu reviens, tu reprends ton vélo, tu rentres à la maison. Tu vois, ça donne un panel d'activités qui va te sortir de ta routine, qui va te sortir de ton entraînement et ça va te redonner, on va dire, de la motivation, du plaisir et ça va te faire travailler ton physique et ton mental différemment. Et c'est un avantage énorme en termes de stratégie et en termes de confiance. Donc, pour le chapitre 3 de cet épisode 11 de Cœur de Trailer, je t'ai parlé de la diversification de ton entraînement à la fois sur le temps que tu vas passer à l'extérieur pour les trails courts, les trails longs, roulants ou pas roulants, mais aussi sur la diversification de tes entraînements sur le renfort, la mobilité, le yoga et les sorties spécifiques. Et il va y avoir aussi 2 autres choses primordiales, c'est respecter tes cycles d'entraînement et garder du plaisir. Donc on a vu qu'il y avait 4 grands chapitres dans l'année où tu vas utiliser des capacités physiques différentes. Donc tu dois garder à l'esprit que ces phases de base pour construire l'endurance, ces phases de développement pour travailler la vitesse et ces phases d'affûtage pour arriver frais le jour J, c'est quand même des choses à garder quand tu vas aller organiser tes sorties. Donc respecter ces cycles d'entraînement, les 4 grandes phases dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et dans ces grandes phases-là, en fait, même si tu n'entres pas dans un détail hyper précis, hyper scientifique, il y a quand même un conseil à suivre, c'est qu'il va y avoir une phase de mise en charge progressive en fonction du macrocycle dans lequel tu es. Donc ça s'appelle les mésocycles. Et une phase de récupération. Donc ça peut se compter en jours ou en semaines. Donc tu es dans un grand chapitre de ta vie et dans chaque chapitre, tu as
des sous-chapitres. Et bien là, en fait, tu as, par exemple, bientôt la phase de développement. Et bien dans la phase de développement, tu vas augmenter jour après jour, semaine après semaine, tu vas augmenter l'intensité, tu vas augmenter la charge. Et une fois que tu seras quasiment en pic de forme, tu auras certainement planifié une course préparatoire, une course qui va te préparer pour ton objectif qui aura lieu dans encore plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et après, tu seras en récupération. Ton corps, il a besoin de ces périodes-là pour assimiler les progrès. Et négliger la récupération, c'est ce que souvent les gens font, c'est tirer une balle dans le pied à la fois pour ta réussite sportive, mais pas que. Il y aura forcément un impact aussi sur l'ensemble de tes domaines de vie. Si tu es plus fatigué, que tu n'as pas récupéré suffisamment, tu vas être moins performant au travail et tu vas être moins peut-être présent aussi mentalement et physiquement à la maison. D'accord ? Donc ça va jouer aussi sur tes relations sociales, les relations familiales, etc. etc. Donc on a 4 grands chapitres dans son livre d'objectifs. Dans ces 4 grands chapitres, on a des sous-chapitres qui nous permettent d'alterner entre des phases de charge et des phases de récupération. Et donc dans les phases de charge, c'est là où tu vas diversifier tes entraînements sur de la PMA, de la VMA, du renforcement musculaire, des sorties spécifiques, de la variation dans les activités et dans les pratiques sportives. Et dans la phase de récupération, c'est là où tu vas mettre en place peut-être des variations d'entraînement avec plus de randonnées, plus de sorties longues mais à basse intensité, de la mobilité, du yoga, du stretching, de la natation, etc. Ah, pas tout en même temps, évidemment, puisqu'on est en phase de récupération. Donc, le but, c'est de décharger. Et dans tout ça, il y a le plaisir. Le plaisir, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'athlètes qui expliquent que c'est le plaisir qui les garde motivés, que c'est le plaisir qui vont réussir leurs objectifs. Et pour moi, je suis coach professionnel, c'est mon boulot de redonner du sens en fait et une vision personnelle et intrinsèque au plaisir dans chaque domaine de ta vie. Donc c'est sans doute pour moi le plus important. Et je dis ça peut-être à chaque fois que j'aborde sur ce podcast, mais ça peut paraître toute une montagne de devoir tout mettre en place consciencieusement. J'en ai conscience. Tout ce que je t'explique au fil des épisodes, ça peut paraître une machine énorme que tu penses ne pas être en capacité de faire tout seul. Mais comme je te dis, décomplexe-toi, tu n'es pas coach sportif, tu n'es pas préparateur physique, tu n'es pas coach trail, toi tu es un athlète comme moi. Enfin, moi je suis coach en plus, mais moi dans ma pratique personnelle, je ne fais pas tout ce que je t'explique parce que je prends quelqu'un qui le fait à ma place. D'accord ? Donc, tu es un athlète ou une athlète, monsieur et madame tout le monde, qui veut prendre du plaisir pendant sa course, partager un bon moment avec peut-être sa famille, ses amis et toute l'organisation d'entre elles. Tu veux ne pas te blesser, donc tu veux faire les choses un tant soit peu correctement, sans te prendre la tête non plus et avoir une charge mentale de ouf. Bon ce que je t'explique, c'est bien de le mettre en application dans les grandes lignes parce que c'est ce qui te permettra de progresser, c'est ce qui te permettra d'être performant et surtout de garder du plaisir et d'être durable dans cette pratique. Mais ne te mets pas la rate au courbouillon comme on dit. Le principal, c'est d'être régulier. Si tu peux respecter les cycles d'entraînement, c'est mieux. Et surtout d'avoir du plaisir dans ta pratique et de récupérer quand il faut récupérer. Donc concentre-toi sur ton plaisir. Si tu perds ce plaisir-là, c'est foutu de toute façon. Donc tu atteindras peut-être ton objectif, mais à un prix, à un prix trop cher. Plus cher que le coach que tu aurais pris pour te faire ta planification. Tu vois ce que je veux dire ? Donc rappelons-nous qu'on est des athlètes loisirs. Peu importe ton objectif, intègre des séances qui te font plaisir. Si à un moment donné, tu as fait ton plan d'entraînement annuel, avec tes 4 grands chapitres, avec tes sous-chapitres, que tu as fait tes courses préparatoires en fonction de ton objectif principal, mais que tu as envie de te faire une balade ou une course parce qu'il y a un pote qui t'a appelé au dernier moment et qui t'a dit « vas-y, viens avec moi », et si ça te fait plaisir d'y aller, si tu penses que ça va pas te foutre en l'air tout ton plan d'entraînement, vas-y. D'accord ?
une sortie avec des amis, un trail improvisé au lever de soleil, une session de renfo en musique chez toi avec les enfants, fais-le. Si tu perds le plaisir de ton entraînement, ça devient une corvée en fait. Et c'est là que la motivation, elle chute. Et sans motivation, on va pas loin. Donc, planifier, c'est important. Parce que sans planification, tu risques d'en faire trop ou de ne pas en faire assez. Dans les deux cas, tu te tires une balle dans le pied. Un entraînement structuré, même une simple structure, comme tu peux le faire toi, sans avoir recours à un coach, ou en utilisant une application Campus, Happy Training, Runmotion, Decathlon Coach, etc. Ça te permet de progresser en confiance, ça te permet d'éviter les blessures et surtout de garder le plaisir intact. Si tu veux aller un petit peu plus loin, d'avoir une approche personnalisée, individualisée, avec quelqu'un qui te motive, qui te discipline, qui a vraiment une notion de qui tu es, de qu'est-ce qui fait sens pour toi, de tes valeurs, et qui met en place toute une stratégie autour de ça pour que tu atteignes ton objectif, alors à ce moment-là, il faut prendre un vrai coaching. Et un vrai coaching, ça coûte de l'argent. Mais ça te coûtera toujours moins cher que tout ce que tu vas dépenser pour perdre du temps dans ta pratique, pour perdre du temps dans ta progression, pour perdre du temps dans ton énergie, etc. etc. Et ça, c'est un ratio à faire, hein. C'est en fonction de toi, le sens que tu donnes à ton objectif, à ta pratique, et quel engagement tu veux y mettre. Est-ce que ton engagement physique et mental, il est aussi important que ton engagement financier? Si c'est le cas, et que tu prends un truc à 15 balles, tu auras les résultats d'un truc à 15 balles. Voilà. Donc, ici, je te donne un exemple concret de planification d'entraînement sur la phase développement. C'est celui que moi j'ai utilisé par exemple pour l'Ultra-Ariège il y a 2 ans. Donc c'était un 50 km avec 250 mètres de dénivelé positif et 3000 je crois de dénivelé négatif. Sur terrain relativement roulant, il y a quelques passages qui sont un peu techniques. Par contre, il y a une grosse montée qui est un KV, donc un kilomètre vertical. Et il y a certaines descentes qui sont quand même assez piquantes. Donc, moi, sur la phase développement, j'avais déjà construit la phase, renforcement musculaire plus, notamment sur le bas du corps, parce que j'avais déjà eu un syndrome fémoro-patellaire sur la première année où j'ai fait l'Ultra-Ariège. Donc, j'avais des douleurs aux genoux. Il fallait impérativement que j'ai un focus l'hiver sur ma préparation physique. Donc j'ai perdu du poids, donc l'alimentation aussi. J'ai axé aussi la récupération et j'ai axé sur le renforcement du bas du corps. J'ai travaillé aussi le yoga, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus fluide au niveau de ma technique et au niveau de l'économie d'énergie. Donc j'ai planifié une sortie longue chaque semaine, 2 ou 3 heures, le week-end. C'était plus simple pour moi de faire le week-end à l'époque parce que la semaine je travaillais. Donc toi, tu peux le faire entre amis ou en famille. La rando, ça marche aussi sur les sorties longues, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de courir. Cette année, par exemple, je pense que je n'ai quasiment pas fait de fractionné ou quasiment pas fait de sortie longue sur route. J'ai fait de la rando et un peu de rando trail avec quelques petits trails sur terrain roulant autour de chez moi, mais rien d'extraordinaire. J'avais fait quand même, quand j'ai préparé l'Ultra-Ariège le 50, j'avais fait quelques sorties de côte et des séances au seuil. Mais voilà, rien de plus, rien de fifou. Et par contre, voilà, comme je te l'ai dit, j'avais vraiment mis du renfo en dehors du running et du yoga et de la mobilité plus. Donc ça, tu peux le faire les jours d'entraînement aussi, hein, la mobilité et le yoga, ça pose pas de problème. 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir, du moment que tu travailles le yoga, vraiment le yoga, il n'y a aucun problème. Moi, j'essaye de me caler, voilà, comme je te dis, le yoga, soit tous les jours 10 minutes le matin, soit j'alterne matin et soir. Ça me permet en fait de pouvoir maintenir une activité physique régulière et de commencer la journée du bon pied ou de la terminer en faisant une sorte de débreak, tu vois, on souffle et on passe à autre chose.
Et généralement, moi, dans ma semaine, je pense que j'ai de l'activité physique quasiment tous les jours, sauf peut-être un jour, maximum 2 jours. Mais c'est jamais quand je fais de l'activité physique tous les jours, il y a peut-être 1 ou 2 jours où ça va être très intense, mais le reste du temps, c'est quand même à basse intensité ou à moyenne intensité. Donc c'est pas insurmontable de planifier une activité physique 4 à 5 jours, 6 jours par semaine, mais ça demande de l'organisation. Et c'est tout l'objet de cet épisode-là aujourd'hui. Je ferai certainement un épisode complet sur l'organisation et comment adapter son entraînement à la réalité du quotidien. Parce que, encore une fois, on est monsieur et madame tout le monde, on a un quotidien et on aimerait pouvoir faire des choses en faisant un plan d'entraînement annuel, une planification, une organisation avec tant d'intensité dans mes séances, tant de séances, tant de récup, tant de sommeil. J'aimerais dormir 8 heures par nuit, mais bon, on a un enfant, il se réveille la nuit, ou on a un travail prenant qui nous fait faire des déplacements ou qui nous fait travailler de nuit, c'est une réalité. Donc j'essaierai de construire un épisode complet sur la réalité du quotidien face à la planification de l'entraînement. Parce que la théorie c'est une chose, mais la pratique avec les imprévus, ça en est une autre. Donc si ça t'intéresse que je développe cette partie-là qui est cruciale aussi, laisse un commentaire sous l'épisode de ce podcast. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier de ta fidélité. Je reçois beaucoup de messages sur les épisodes, mais souvent en message privé. Et si tu peux le faire aussi en commentaire de ce podcast, en fait ça m'aide. Ça m'aide en fait à faire remonter le podcast dans les tendances et donc de le rendre visible à plus de personnes que sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux, tu peux le partager à des amis ou à la famille autour de toi, en tout cas à tous ceux qui en auraient besoin. Lui donner une note en étoile sur Spotify et t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, pour recevoir un rappel chaque semaine et d'écouter ton épisode préféré de 30 à 45 minutes de Cœur de Trailer chaque semaine. Donc je te remercie pour ton soutien. Tes retours valorisent mon travail et me poussent forcément à continuer de publier du contenu de qualité et surtout gratuitement. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Planifier ses entraînements, c'est comme construire sa maison. Il faut des fondations solides, un plan bien pensé, de la flexibilité pour ajuster les imprévus. Et que tu sois débutant ou que tu sois expérimenté, encore une fois, organiser ton année, ça te permet d'éviter les blessures, de progresser efficacement et de garder ce plaisir qui nous fait tous vibrer sur les sentiers, et c'est quand même pour ça qu'on le fait. Le challenge de la semaine, parce que je ne l'ai pas oublié, c'est de prendre un petit carnet, ton téléphone, une feuille, un post-it, ce que tu veux, et tu vas tracer les grandes lignes de ton année de trail. Fixe ton objectif principal avec la méthode SMART, si ça n'a pas déjà été fait dans les épisodes précédents. Découpe ton année en cycles, donc les 4 grands chapitres de ton année. Et ensuite, liste le type d'entraînement à intégrer dans ton planning en fonction des sous-chapitres, donc avec tes courses préparatoires, tes phases de mise en charge et tes phases de récupération. Une vision claire, c'est déjà 50% de ta réussite et du travail accompli. Si tu veux aller plus loin, évidemment, tu écoutes les épisodes précédents pour approfondir chaque pilier d'une pratique saine et durable en trail. Cœur de Trailer, c'est le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus vite, plus longtemps. Et oui, tout ça, mais toujours avec plaisir. Alors n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à partager ton plan d'entraînement dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Pose tes questions sur Instagram ou dans les commentaires de ce podcast. Je serai toujours là pour y répondre. Progressons ensemble vers une pratique saine et durable dans la pratique du trail pour que chaque sortie, tu sentes vibrer ton cœur de trailer.